Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, un podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui présente les travaux en sciences sociales sur les Amériques. Lima et Mexico étaient les centres du pouvoir de l'Empire espagnol dans les Amériques et ont été à ce titre les sujets de nombreuses études. On se figure moins aisément quelle était la situation dans des zones plus éloignées comme la Nouvelle-Grenade et le Chili colonial. Nos deux invités du jour sont là pour nous exposer concrètement les enjeux géopolitiques, économiques et sociaux qui traversent ces territoires situés aux frontières de l'Empire espagnol. Elisa Cerón est doctorante en histoire à l'UHESS, en co-tutelle avec l'Université catholique du Chili, sous la direction de Jean-Frédéric Chaube et Jaime Valenzuela. Sa thèse a pour titre « Négocier les frontières, élites, sociétés et projets urbains dans le Chili colonial, XVIIe et XVIIIe siècle ». Julia Garcia Aranzazu est docteur en histoire de l'UHESS. Sa thèse, réalisée dans le cadre du programme d'histoire globale des empires de l'Université de Turin et sous la direction de Jean-Frédéric Chaube, a pour titre « Gouverner les frontières septentrionales dans le nouveau royaume de Grenade, 1697-1739, pratiques politiques et intérêts concurrents sur un terrain contesté ». Bonjour Julia, bonjour Elisa, bienvenue dans la Panaméricaine. On va vous poser la première question qu'on a l'habitude de poser à tous nos invités. On aimerait que vous nous racontiez votre parcours jusqu'à votre thèse, comment vous avez élaboré votre sujet, choisi de travailler sur ces thématiques, ces aires géographiques. Je sais pas qui veut commencer, Julia ? Oui, très bien. Bonjour à tous les deux. On est très contente d'être là avec Elisa. Moi, j'ai commencé mon parcours en histoire par une licence d'histoire. J'ai fait mes études à Paris 1 et j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire après, mais je savais que j'aimais bien l'histoire de l'Espagne, et en particulier l'histoire médiévale de l'Espagne, même si j'avais quelques interrogations à propos de comment potentiellement un jour rentrer en Colombie et travailler sur l'histoire de l'Espagne, notamment parce que c'est compliqué en termes d'archives, voilà. Donc j'ai fait un master sur l'histoire médiévale, mais la reprise de l'histoire médiévale par le 19e siècle espagnol, donc histoire contemporaine, mais basée sur le médiévisme espagnol du 19e siècle, pour essayer de combiner l'histoire contemporaine et l'histoire médiévale. Et ensuite, j'ai commencé à prendre des séminaires à l'EHESS, disons pendant cette première année de master, et j'ai rencontré Jean-Frédéric Chaube, mon directeur de thèse, qui travaille à l'EHESS au laboratoire Mondes Américains. Et en assistant à ces séminaires sur la monarchie espagnole, j'ai découvert que ça me passionnait aussi, et que en plus, en termes de, disons, ma carrière professionnelle, c'était un choix quelque part plus sensé de faire des études d'histoire moderne, qu'on appelle histoire coloniale en Amérique latine, on pourra en discuter. Et donc j'ai décidé de changer de parcours et de passer en histoire moderne à l'EHESS pour une deuxième année de master et ensuite pour ma thèse. Et j'ai décidé de travailler sur le nouveau royaume de Grenade, ou la Nouvelle-Grenade, comme on a l'habitude de le dire, en partie parce que c'est l'endroit d'où je viens, c'est la Colombie plus, disons, une partie du Venezuela actuel, plus une partie du nord de l'Équateur, donc, mais aussi parce que j'ai trouvé des choses intéressantes là-bas. Et du coup, tu as fait ton mémoire de M2 sur le même sujet que tu as prolongé lors d'une thèse, ou tu avais deux sujets différents ? Oui, disons que le mémoire de M2 m'a aidé à comprendre les questions que les officiers soulevaient dans leur correspondance. Parce que j'ai fait un master sur la correspondance administrative parmi les officiers du Conseil des Indes et les officiers de la Royal Audience, donc la Real Audiencia de Santa Fe, pendant la période de changement entre
le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, une période très mouvementée. Et donc je me suis intéressée à leur correspondance, aux lettres qui s'envoyaient, pour comprendre ce qui les inquiétait, les problèmes auxquels ils faisaient face, et en général ce à quoi pensait l'administration espagnole en cette fin du siècle. D'accord, merci beaucoup. Elisa, tu veux poursuivre et nous raconter ton parcours? Mon parcours, c'est très très différent de Julia ou Antoine. Et j'ai fait mes études au Chili, la licence master. Et après, j'ai fait un peu une crise vocationnelle. Donc j'ai décidé de travailler pendant 5 ans. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'administration universitaire, et l'administration de la recherche aussi, mais dans les projets chiliens. Après, un peu par hasard, j'ai Jean-Frédéric Chaube, mon directeur. Il a fait un cours à l'université catholique. Ça m'a intéressé l'histoire de la race parce que mon mémoire de master était sur le métissage au XVIIe siècle. Et j'ai décidé de prendre le cours. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Frédéric Chaube. Mais après le Covid, c'est compliqué un peu les choses. Donc j'ai commencé mon doctorat dans la moitié de Covid. Ouais. C'est un peu mon parcours un peu bizarre. Et le choix de ton sujet de thèse, du coup, c'était lié à quoi? C'est surtout de comprendre un peu la société du Chili actuelle, que je pense qu'il y a beaucoup de relations un peu, pour moi, coloniales. Ça m'intéressait d'aller un peu une sorte d'origine, comprendre les différences sociaux, les différences politiques, pourquoi il y avait de différentes catégories de personnes. Alors maintenant, pour en venir donc, au vif du sujet de cet épisode, à l'époque moderne, à l'Empire espagnol dans les Amériques, on sait que voilà, les centres un peu du pouvoir impérial, en Amérique du Sud c'est plus Lima, et en Amérique du Nord donc c'est plus Mexico, la Nouvelle-Espagne. Alors vous, c'est donc 2 régions qui sont en dehors de ces centres administratifs de l'Empire espagnol dans les Amériques. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait les enjeux qui sont liés à ces régions de frontières de l'Empire espagnol, et donc à la fois les enjeux géopolitiques, quels sont les rapports de force. Toi par exemple Elisa, au Chili colonial, quel est l'enjeu au niveau de la frontière? Mais le Chili c'est la frontière par excellence de l'Empire espagnol. Le Chili était dans le sud de la vice-royauté du Pérou. Il était associé toujours à une terre de guerre entre les Mapuches et les Espagnols. Donc ça constituait un peu l'identité du territoire sur cette idée de guerre, de frontières, de catastrophes, de désastres. Bien que la historiographie il a déjà travaillé sur cette idée, je ne sais pas, il y a d'autres travaux de Sergio Villalobos, d'anciens travaux d'histoire, maintenant Mauricio Neto qui travaille sur l'idée de désastre au Chili aussi. C'est intéressant de reprendre comme les territoires, pour moi, ensemble. Parce que normalement, l'histoire a travaillé surtout la relation entre le Mapuche et les Espagnols dans la frontière du fleuve Biobío, mais pas forcément le Chili comme un territoire de frontières. Parce qu'il y a plusieurs frontières, c'est pas seulement le Biobío. C'est surtout la région de Cuyo, la région de Valdivia, la région de Chiloé, le droit de Maguillon aussi. Donc mon idée c'est un peu de lier toutes ces frontières dans ma thèse. Peut-être pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas familiers de la question, est-ce que tu pourrais préciser qui sont les Mapuches? Ils sont les Indiens qui habitaient au Chili avant l'arrivée des Espagnols. Ok, merci. Et ils sont encore là, en fait. Et qui ont résisté, c'est ça? Qui Oui, ont résisté à la conquête? Oui. Et toi, Julia, dans la Nouvelle-Grenade, comment est-ce que ça se dispose, là, ce rapport de force? J'imagine qu'il y a aussi, donc, comme les Mapuches au Chili, il y a aussi des groupes indigènes, toujours assez en relative autonomie.
Oui, il y a des groupes indigènes en relative autonomie, donc des groupes très divers par rapport à l'affaire des Mapuches au Chili. Mais juste pour rebondir sur ce que Elisa a dit, la conscience du fait que le Chili est une frontière à l'époque coloniale est omniprésente dans la correspondance administrative de l'époque. Parce que moi, je trouve des références à la, entre guillemets, guerre du Chili dans des documents écrits par des gouverneurs ou par des capitaines, surtout par des gouverneurs, qui font allusion à ce rapport de force qui est vécu au Chili pendant des siècles, pour justement légitimer leur demande de pouvoirs étendus, de juridiction ou juste d'une capacité supérieure à faire la guerre comme on l'a fait au Chili. Donc voilà, juste pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent à quel point cette notion de frontière dans l'Empire, frontière au pluriel, circule parmi les officiers. Oui, en fait, il est qualifié toujours comme le Flandre indien Oui. par les jésuites. Oui. D'accord. C'est classique la phrase de Diego de Rosales, mais en fait c'est beaucoup plus avant qu'il y a déjà une idée que c'est le Flandre indien. Ok. Parce que les Flandres, ça c'est la frontière nord du Royaume d'Espagne en Europe. Voilà, c'est ça. Pour la Nouvelle-Grenade, disons, la situation est un peu différente. Moi, j'ai décidé d'étudier une frontière qui n'est pas une zone géographique qu'on a l'habitude de penser de cette manière. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que je me suis intéressée à la frontière septentrionale, donc du nord de la Nouvelle-Grenade, qui coïncide aussi avec la frontière du nord du continent. C'est-à-dire, c'est la frontière qui s'étend de la péninsule de la Guajira, donc qui longe le lac Maracaibo, qui se trouve au Venezuela, donc à l'est, jusqu'au Darien à l'ouest. Les auditeurs et auditrices connaîtront peut-être le Darien parce que c'est l'endroit par où passent les personnes qui migrent vers l'Amérique du Nord de nos jours. Et donc toute cette zone qui s'étend sur la côte de la péninsule de la Guajira jusqu'au Darien représente une zone d'entrée très importante dans le continent. Et l'enjeu est à la fois la côte, donc la côte Caraïbe, comment est-ce qu'on défend les ports, comment est-ce qu'on défend les deltas, toutes les entrées au continent par des petits fleuves, il faut imaginer qu'il y en a des centaines, et par ailleurs comment est-ce qu'on défend le hinterland, parce que des ports ont été fondés sur cette côte-là, Carthagène, Santa Marta, très tôt à l'époque coloniale, donc dans la première moitié du XVIe siècle, mais le hinterland, donc la terre qui se trouve à l'arrière de la côte, était peuplée de populations très diverses, de groupes ethno-linguistiques très différents, et c'est une zone où les Espagnols ont eu beaucoup de mal à s'installer. Les Espagnols se sont installés primordialement sur la côte, puis dans les Andes. Mais cette zone tampon, on va dire, entre la côte et les Andes, présente des caractéristiques topographiques compliquées. Par exemple, il fait très très chaud, parce que l'élévation étant plus basse, la température monte. C'est une zone très humide, donc avec des maladies pour les Espagnols qui rendaient l'installation impossible. C'est aussi une zone qui est difficile à naviguer, à traverser. Donc voilà, donc c'est une zone qui, paradoxalement, est essentielle pour deux choses, pour l'acheminement des marchandises et pour l'exploitation aurifère, parce que comme il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup d'or dans les lits de ces fleuves ou rivières, mais c'est la zone par où doivent passer toutes les marchandises qui viennent du sud du continent, donc par exemple du Chili, pour revenir à cet exemple-là, et qui montent vers Carthagène, pour ensuite se diriger vers Portobello, et partir en Espagne. Donc c'est une zone cruciale, mais très compliquée. Et voilà pourquoi je m'y suis intéressée. Merci, et je vais juste rajouter, quand tu parles de la défense en fait, des ports, c'est par rapport à quoi? À la fois la piraterie dans la mer des Caraïbes, où j'imagine début 18e, c'est un peu l'âge d'or de la piraterie, donc il y a peut-être beaucoup d'attaques. Exactement. La piraterie, disons, connaît un essor vers la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, pour différentes raisons qui ont à voir avec une sorte de déclin, après on peut en parler, c'est une idée qui a été assez revisitée, mais une sorte de déclin, du moins des capacités de l'Empire espagnol à assurer le contrôle du territoire à l'époque de Charles II, le roi, donc à l'époque qui est très très malade et qui a plein de défauts génétiques, mais c'est aussi une période où les Britanniques sont, disons, en train de monter sur la courbe, si tu veux, si on considère
qu'on a un graphique avec la suprématie maritime, la présence dans la Caraïbe et une sorte de série de facteurs qui comptent pour déterminer qui détient, disons, le monopole de la thalassocratie dans les Caraïbes, et ben les Britanniques sont en train de prendre le pouvoir. Les Français vont pas mal aussi, mais les Britanniques se sont installés en Jamaïque, des Britanniques ont attaqué Panama entre 1670 et 1671, ensuite les Écossais ont tenté de s'installer dans le Darien en 1697, puis les Français dirigés par le baron de Pointy, envoyés par Louis XIV, attaquent Carthagène en 1697. Enfin bref, il y a une série de défaites terribles vis-à-vis de ses voisins pour l'Espagne dans les Caraïbes, et c'est des tensions qui sont, au-delà d'être, disons, localisées dans les Caraïbes, il y a des tensions géopolitiques à l'échelle européenne qui vont se jouer qui vont se jouer dans les Caraïbes et qui sont en lien avec simplement des tensions entre les couronnes. Donc les tensions entre les couronnes font que les corsaires anglais ont, disons, un soutien plus important de la part de leur couronne pour aller attaquer les Espagnols. Pareil pour les corsaires français, il y a des corsaires hollandais, et en plus il y a les pirates. Parce qu'il faut rappeler que les corsaires sont des pirates qui ont une letter of marque and reprisal, je pense qu'en français ça s'appelle une lettre de marque, en tout cas ils ont, disons, une autorisation de déployer leur activité pour se saisir des marchandises des autres et les redistribuer, à la fois une partie à la couronne et une partie, disons, ils gardent pour eux-mêmes. Et donc c'est cette articulation entre le danger des pirates et le danger des corsaires qui font que voilà, la sécurité est une question primordiale à cette période. Mais aussi, je veux ajouter quelque chose je crois qu'on partage comme un peu l'ambition de la couronne de contrôler les entrées aux Amériques. Et parce que même si le Caraïbes c'est très important et en plus d'importance jusqu'à le XVIIIe siècle, aussi le Chili, pas le Chili mais le détroit de Magellan, c'est très important pour contrôler l'entrée sud à l'Amérique et surtout à Lima. Il n'y a pas de ressources minières, il n'y a pas très grande population, mais il y a un enjeu géopolitique pour contrôler ces territoires et pour répondre les territoires un peu, entre guillemets, perdus par les Espagnols après le soulèvement de Guadalajara en 18. Oui, donc la frontière que tu étudies toi, Elisha, serait l'entrée sud du continent, et celle de Julia, ce serait l'entrée nord. Oui, et ces deux entrées au continent font l'objet d'attaques pirates et corsaires. Oui. La réaction de la couronne face au problème des corsaires étrangers est de soutenir la création de compagnies de corsaires au Chili, et pour la mer du Sud, comme on l'appelle le Pacifique, et dans la mer du Nord. Donc à Carthagène, ils font un essai de soutenir une compagnie de corsaires en 1738, et j'ai trouvé des documents qui attestent de la même chose pour des compagnies de la mer du Sud dans les mêmes décennies, c'est-à-dire des années 1720, 30 et 40. Donc on vient de voir que vos deux régions ont en commun d'être deux entrées du coup sur le continent, côté nord et côté sud. Et bon, même si on a déjà commencé à en parler un petit peu dans la question précédente, j'aimerais qu'on revienne sur les enjeux économiques de vos zones d'études. Est-ce qu'il y a des similitudes? Plutôt, est-ce que ce sont deux contextes économiques très différents? Est-ce que Julia, tu peux commencer? Oui, avec plaisir. Je pense qu'on a des problématiques économiques quelque part différentes, mais similaires, dans le sens où dans le nord du continent, la question qui se pose est double, c'est-à-dire d'une part l'exploitation de l'or, et là je parle du début du XVIIIe siècle, l'exploitation aurifère qui est souhaitée par des gouverneurs de province parce que on se trouve à une période où les anciennes sources d'or sont épuisées, c'est-à-dire toutes les mines qui avaient fait la richesse de la Nouvelle-Grenade pendant le 1er siècle de l'or, qui a été théorisé par Germán Colmenares, sont épuisées. Et donc, on a l'intention d'obtenir de nouvelles ressources aurifères, et c'est pour cette raison qu'on va entreprendre une conquête, on peut revenir sur ce mot, mais une conquête négociée de nouvelles terres pour chercher des sources d'or
dans les lits des fleuves. L'autre question économique importante est celle de la circulation des marchandises qui proviennent du sud du continent. Plus tard, dans ce même siècle, au XVIIIe siècle, la question de la transhumance des vaches, des ganados vacunos, va se poser et deviendra un enjeu économique important. Mais en ce début de siècle, l'or et la circulation sont le plus important. Et bien sûr, ça pose, un problème qui rejoint les deux questions, c'est-à-dire celui de la main-d'œuvre, à la fois pour l'exploitation aurifère, mais aussi pour l'acheminement des marchandises. Et ce qui va se passer, c'est que les autorités espagnoles vont chercher soit à conquérir par la négociation avec des populations indiennes non soumises, donc conquérir des terres, les intégrer à la couronne, y exploiter des ressources minières, ou alors les forcer à céder à leur pression, les déplacer, les obliger à s'installer dans des villages, ce qu'on appelle devenir voisin, donc avecindarse, donc devenir voisin dans le sens d'habitant fixe d'une municipalité, village, ville, etc. Ce qui va favoriser, le contrôle que les autorités locales vont avoir sur l'acheminement des marchandises. Et en plus, quand les Indiens, et juste une petite précision, nous parlons d'Indiens depuis le début, en tout cas moi je parle d'Indiens dans le sens de indios, c'est-à-dire le statut juridique que ces populations autochtones ont au sein de la monarchie. Donc ces Indiens, en devenant sujets du roi, parce qu'ils ont cédé, ils se sont assujettis, deviennent aussi tributaires. Donc ils vont commencer à payer un tribut à la couronne, qui oscille entre 3 et 4 ou 5 pesos d'or en fonction de l'époque et de la zone, et ça va intéresser la couronne économiquement, mais disons qu'avec ce statut de tributaire vient aussi très souvent l'obligation de rendre un travail manuel, une main-d'œuvre à la couronne, ce qu'on pourrait comparer à la corvée en France, mais qu'on appelle la mita de travail. Et donc c'est dans le cadre de cette mita que ces populations vont participer à l'acheminement des marchandises, à la défense des ports, à toutes sortes de travaux avec, les autorités espagnoles présentes au niveau local. Et toi, Elissa, alors comment est-ce que ça se passe dans ta région d'études par rapport justement aux différents enjeux que Julia vient de présenter? Il n'y a pas de ressources minières, notamment l'or ou l'argent, mais est-ce qu'il y a aussi une question, de la contrebande, de relations marchandes ou ce problème cette question de la mita avec les populations autochtones, ou est-ce qu'il y a encore d'autres enjeux économiques Les enjeux économiques sont liés plutôt à la géopolitique du Chili, de la frontière. Parce que la couronne a établi un financement pour l'armée qui s'appelle Real Situado. Le Real Situado, il a devenu le moteur principal de l'économie chilienne au XVIIe siècle. Il n'y a pas de ressources minières, il y avait, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que par rapport à ce financement, là, de ce que tu parles de l'armée espagnole au Chili, il y aura des pratiques de fraude, de détournement d'argent ou de corruption? C'est les seules recettes, les très grandes recettes du Chili, de la caisse royale. Donc, il y a une sorte de compétition pour contrôler cet argent. Et aussi, il a généré de problèmes de la fraude, de corruption au Pérou, pour les marchands du Pérou. Et aussi au Chili, par les gouverneurs, les officiers royaux. C'est un contexte de crise économique à cette époque-là, oui. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, circule à Lima, il arrive à Lima, l'argent, et le vice-roi prend un peu cet argent, et il s'excuse tout le temps avec le roi, on avait besoin de l'argent. Donc, la manière c'est de rematar el situado. Donc, ils mettent en vente les situados, et il y a aussi sont tous les marchands qui proposent de ramener de géneros de Castilla, Juanes Floranes, etc. au Chili. Et ça, c'est la première partie de la corruption, de la fraude. Okay. Après, toute cette marchandise circule jusqu'à Concepción. Et à Concepción, il y a un problème, c'est que c'est le gouverneur qui doit recevoir
cette marchandise pour donner les choses à l'armée. Mais à cette époque-là, les gouverneurs prennent, normalement, il y a plusieurs des accusations contre les gouverneurs qui prennent cette marchandise et il essayait d'établir de tiendas à Santiago, à Concepción, que c'est la frontière du fleuve Biobío, et ils revendent. Ils revendent les marchandises Oui. pour mettre l'argent dans leur poche. Ok. Donc, le point commun, c'est parce que le cœur économique, c'est ça, de l'Empire espagnol, on le redit pour les auditeurs et les auditrices, c'est surtout les mines d'argent de Potosi qui sont vraiment les plus productives, on va dire, en termes de minerais. Après, le cœur politique de l'Amérique du Sud, c'est Lima, qui est la capitale de la vice-royauté du Pérou. Et donc, vos deux espaces, c'est quand même des espaces qui ne sont pas les centraux en Amérique du Sud. Et est-ce que vous pensez que c'est ça qui permet ce déploiement aussi de pratiques, que ce soit de contrebande, de fraude et de corruption d'officiers qui sont là et qui sont en fait assez loin en fait, justement du pouvoir central? Est-ce que c'est ça qui pourrait permettre aussi ce type de pratique? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la corruption, il y a plusieurs des historiens qui ont proposé en fait que la corruption ou la fraude, c'est une partie de l'économie. C'est pas seulement à la frontière. À la frontière, il y a évidemment de particularités, il y a tu peux trouver des archives qui te montrent peut-être de manière plus claire les pratiques de corruption ou de fraude, mais c'est pas forcément qu'il y a plus qu'à Lima. Parce qu'en fait, quand on parle de Real Situado, on peut voir qu'à l'origine, le grand personne qui contrôle un peu la fraude et la corruption sur les Situados, c'est le vice-roi. Et il a mis, à la fin du XVIIe siècle, il a mis surtout Castellar ou La Palata et quelques, testaferros, ou quelques personnes qui sont en charge de faire comme le traite de l'argent. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement la frontière. Oui, exactement. Pour rebondir sur ça, l'historiographie sur la corruption dans la monarchie hispanique a démontré que la corruption est une partie, disons, essentielle du mode de fonctionnement de la bureaucratie impériale, dans le sens où l'on s'attend à ce que les officiers, qui soient gouverneurs, vice-rois, capitaines, etc., prennent une partie de l'argent. C'est plutôt, on joue plutôt sur combien ils prennent pour eux-mêmes. Mais c'est vrai que les frontières comme celles auxquelles on s'intéresse présentent peut-être tout simplement d'autres types d'opportunités. Mais la corruption reste présente du port de la Veracruz jusqu'au Rio de la Plata et jusqu'à Naples. Pour ce qui est de mon sujet, je pense que la corruption est quelque part favorisée par le phénomène de l'or en petites pépites. C'est quelque chose que j'ai pas mal étudié dans la thèse, à savoir le fait que l'or que l'on extrait des lits des fleuves est de l'or qui est présenté sous la forme de petits cailloux d'or, contrairement à l'or que l'on trouve dans les mines au sous-sol. Ce qui fait que c'est de l'or qu'on appelle aussi de l'or en poudre, qui est très facile à cacher, et surtout qui est facile à transporter. C'est-à-dire que si vous avez de l'or dans vos poches qui provient de lits fluviaux, vous pouvez partir à Lima, à Carthagène ou à Mexico, et ça va avoir une valeur. Et la plupart de la contrebande d'or se fait de cette manière, c'est-à-dire c'est de l'or qui est échangé, qui n'est pas soumis à l'impôt, à la taxe par excellence sur les marchandises qui revient à la couronne, à savoir un cinquième de la valeur, c'est-à-dire le quinto real, le quinto royal. Et du coup, la couronne a l'impression de perdre énormément d'argent.
Mais ce qui est très paradoxal avec la contrebande, ce qui, du moins pour le nouveau royaume de Grenade, ce qui a été démontré qui est vraiment paradoxal, c'est que la couronne passe son temps à se plaindre du fait que, elle souffre parce que ses quintos sont décimés, que l'on respecte pas ses impôts, etc. Mais par ailleurs, la couronne est tout à fait consciente du fait que sans la contrebande d'autres types de marchandises, comme celles que Elisa a mentionnées, donc à savoir des tissus, du vin, de l'huile d'olive, des produits qui viennent d'Europe et d'Asie, leurs élites espagnoles qui vivent dans des ports et dans des villes américaines ne pourraient pas maintenir le niveau de vie qui correspond à leur dignité et à leur statut. Donc c'est une situation très paradoxale qui en plus se joue avec beaucoup d'anxiété pendant la guerre de succession, qui s'étend entre 1702 et 1714, parce que l'interruption des flotas y galeones, enfin des bateaux qui viennent et qui font l'aller-retour entre Cadix et les ports américains, est interrompue. Et donc on n'a plus de farine de blé, on n'a plus de vin, on n'a plus d'huile d'olive, on n'a plus de quoi s'habiller, et par ailleurs, on n'a plus, par exemple, d'éléments militaires pour la défense. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, la contrebande vient combler ce vide de marchandises simplement pour que les Espagnols puissent maintenir leur niveau de vie. Et la couronne en est totalement consciente. Donc voilà le paradoxe intéressant. D'une part, rhétoriquement, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est aux archives, il faut savoir que la couronne se plaint et qu'elle a raison de se plaindre parce qu'elle perd dans ses quintos de oro, donc elle perd vis-à-vis de l'exploitation de métaux précieux, mais par ailleurs, sa bureaucratie dépend totalement de la contrebande pour maintenir son niveau de vie. Oui, et je veux revenir à une chose qu'a posée Julia, que c'est pas seulement combien ils veulent, c'est pas seulement ça, c'est aussi quoi, tel gouvernant était dénoncé et pas l'autre. Et c'est ça que je veux, en fait, moi, je veux reconstruire un peu ces jeux un peu de pouvoir qu'il y a derrière les accusations de fraude, les accusations de corruption. Par exemple, Francisco de Meneses, il n'a pas réussi à établir de liens avec la population, avec la communauté. Même s'il était marié avec quelqu'un très, très riche de la région, il était aussi dénoncé et aussi dégagé de son autorité. Mais juste après, il y a un autre gouverneur qui s'appelle Juan Enriquez. Il a commis la même chose, il a fait la même chose, il a volé de l'argent, il a pratiqué de l'esclavage indigène, mais il a sorti sans problème du pouvoir. Absolument, et on a des collègues à Séville notamment qui travaillent sur ce qu'on appelle les mécanismes de contrôle de la corruption, qui ont très bien démontré, comme Elisa le fait dans sa thèse, moi j'ai touché à une petite partie de ça aussi, c'est-à-dire l'instrumentalisation des procédures de contrôle parce qu'elles favorisent un tel ou un tel acteur. Donc il y a des procédures de contrôle par différentes entités, notamment par exemple la Casa de la Contratación ou bien le Conseil des Indes, et il faut faire très attention parce que souvent on est devant un cas de fraude. Par exemple, moi j'ai étudié un cas de fraude et donc c'est l'un des juges de la Royal Audience, donc le tribunal le plus haut placé de cette partie de l'Empire, la Royal Audience de Santa Fe, qui s'intéresse à un cas de fraude opéré par des officiers des caisses royales. Et donc, des cas de fraude opérés par les officiers des caisses royales, il y en a, mais tous les mois, tout le temps. Donc pourquoi s'intéresse-t-il à ce cas ? Eh bien, c'est parce que il a, des liens très mauvais avec ces personnes. Il y a des tensions entre des groupes politiques qui ont des intérêts qui parfois se heurtent. Et donc, la procédure de contrôle qui est établie pour quelque chose de très légitime et qui fait sens dans l'Empire, est en réalité instrumentalisée par l'un des juges qui veut simplement entraver l'action de ses collègues officiers. Et ça, on le voit partout et à toutes les échelles. Oui, il n'y a pas seulement de mécanisme de contrôle institutionnel, mais aussi il y a pour moi un contrôle un peu communautaire. Parce que c'est la communauté, finalement, ce sont les habitants qui dénoncent et qui activent le mécanisme.
pour synthétiser un peu tous ces enjeux, toi Julia, je sais que dans ta thèse, tu travailles sur notamment un gouverneur en particulier, qui rassemble un peu aussi différents enjeux. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette étude de cas Oui, avec grand plaisir. Travailler sur ce cas a été l'obsession de ma thèse pendant un an entier. J'ai trouvé aux Archives des Indes un cas d'un gouverneur appelé José López de Carvajal, qui est parti exercer ses fonctions de gouverneur au début du XVIIIe siècle dans une province du nouveau royaume de Grenade qui s'appelle l'Antioquia, qui précédait l'actuel département d'Antioquia, dont la capitale est Medellín. Cet homme avait été au service du roi de la couronne pendant 23 ans, et il a transporté du mercure entre les Caraïbes et Cadix pendant 23 ans. Carvajal est un cas intéressant parce que ses initiatives lors de sa période de gouvernement sont au croisement, je dirais, toutes les problématiques que j'ai mentionnées vis-à-vis de mon sujet. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte très vite du fait que l'or ne circule plus dans la province, que les mines sont épuisées, et donc qu'il faut conquérir et intégrer de nouveaux territoires pour pouvoir exploiter cet or-là au nom du roi, en sortir le quinto real, donc le 5e de taxe, et pouvoir l'acheminer à Carthagène, et par ailleurs s'enrichir. Et donc ce que va faire Carvajal, c'est de monter des expéditions qu'il appelle des expéditions de conquête, avec des voisins et des esclaves de son district, et ils vont partir négocier avec des Indiens. C'est pour ça que je parlais de conquête négociée, parce que en fait, ils vont venir négocier avec des populations indigènes qui sont complètement disséminées à travers le territoire, qui ont souffert par des guerres internes, par la pression d'autres officiers qui viennent d'une autre province, qui se retrouvent déplacés en fait de leur territoire, et qui ont besoin, qui ont envie de négocier avec les Espagnols, qui ne veulent plus faire la guerre et qui voient en Carvajal une opportunité de voir leurs droits comme potentiel sujet du roi d'Espagne respectés et un cadre de vie établi. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à fonder des villages et à extraire de l'or grâce à la main-d'œuvre de ces populations, tout en important, et je dis important parce que c'est considéré comme une marchandise à l'époque, tout en important de la main-d'œuvre réduite en esclavage d'origine africaine qui provient des marchés d'esclaves de Carthagène. Et donc le cas de Carvajal est intéressant parce que ça rejoint aussi ce qu'on disait vis-à-vis des procédures de contrôle, parce que Carvajal va arriver en ce début du XVIIIe siècle en Antioquia et va devoir, lui, être chargé de faire le juicio de residencia, donc le jugement de résidence, à son prédécesseur. Son prédécesseur qui s'appelle Francisco Fernández de Heredia et qui a vendu les armes de la province pour mettre l'argent dans sa poche, qui n'a rien fait d'autre que nommer des amis, donc des personnes proches à lui, de sa clientèle, à des postes d'officiers, de capitaines, etc., soi-disant pour la défense, mais en réalité pour avoir un réseau de dépendance, et qui par ailleurs a une esclave, Maria Rosa, qui l'accompagne depuis Carthagène, depuis bien au-delà de 15 ans je pense. Donc ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont un fils ensemble, et lui a promis de l'émanciper. Une promesse verbale, à l'oral. Sauf que, comme il est très fourbe, lors de la fin de sa période, il va essayer de la vendre. Et Maria Rosa, qui connaît très bien les mécanismes, juridiques qui sont à sa disposition, parce qu'elle a passé 15 ans auprès de ce gouverneur, qu'elle a rencontré d'autres officiers, qu'elle connaît des juges, qu'elle connaît l'escribano, donc auprès duquel elle se rapproche pour écrire les lettres de défense, eh bien, elle va entamer une procédure de contestation de sa vente en déclarant auprès des justices qu'en fait, le gouverneur lui a promis son émancipation de manière orale, et elle va faire toute une liste de preuves, une démonstration très soignée, et au bout de 4 ans, elle va se voir libre. On va octroyer à Maria Rosa son émancipation pour elle et pour ses enfants. Et donc ce cas, on le connaît parce que José López de Carvajal, donc le gouverneur auquel je me suis intéressée, a été sévère au point d'être méticuleux et très rigide avec son prédécesseur en examinant tous les aspects de son gouvernement, qui allaient des aspects, on dirait, plus
public de son gouvernement, vous avez vendu les armes de la province pour empocher l'argent, aux aspects, disons, personnels, comme cette question de Maria Rosa. Elisa, est-ce qu'il y aurait un personnage, un cas d'étude qui permettrait de cristalliser un peu tous les enjeux qu'on rencontre sur ton terrain d'études? Oui, j'ai déjà parlé sur Francisco de Meneses et je suis tombée dans la figure de lui aux archives des Indes aussi. C'est un gouverneur qui était un agent secret en Espagne de Juan José de Austria. Quand Juan José de Austria a tombé un peu en disgrâce, on ne sait pas comment Francisco de Meneses est arrivé au Chili, nommé comme gouverneur. Et le cas c'est très similaire à Julia. Il synthétise un peu tous les problèmes de la fraude, tous les problèmes des accusations de la communauté. Et il était arrivé au Chili en 1664. Il a fait toutes les choses que le gouverneur ne doit pas faire. C'est ça le problème avec lui. Il a pris le contrôle du Situado, il a mis des tiendas à Santiago, il a établi des relations avec Francisco Bravo de Saravia, qui était en charge de Cabildo à une époque, et il était un homme riche de la région. Il s'est marié en secret avec la fille de Francisco Bravo de Saravia, qui est interdit par la loi de la monarchie, de la couronne. De quoi? De se marier. De se marier avec de créoles. S'est marié avec Catalina Bravo de Saravia. En fait, les officiers espagnols envoyés par la monarchie n'ont pas le droit de créer des liens avec les familles donc créoles, c'est-à-dire les Espagnols nés en Amérique, Oui, pour créer des espèces de liens, des réseaux d'influence locaux, quoi. oui, parce que tu dois être un peu pur D'accord. Ouais. dans la gouvernance de la région, d'être un peu isolé pour bien gouverner. Oui, préserver une indépendance des réseaux Ouais. de pression Et locaux. d'influence aussi. Oui. Donc, il s'est marié avec cette femme. Il a commencé un problème avec l'archevêque de Santiago. Il a monté des discours sur la sexualité de l'archevêque. Il a fait des pamphlets, de documents qui circulent à Lima en train d'accuser l'archevêque d'être en relation avec sa nièce. Sa nièce. Sa Sa nièce. Il a volé le sceau royal, Le sceau royal. le sceau royal, pour assurer que les procès judiciaires sont favorables à les personnes liées à sa famille. Mm. Et Et comment ça finit tout ça pour... il était dénoncé pour l'archevêque, évidemment, et pour les oidores, le magistrat royal. C'est complètement comme un roman, l'histoire de cet homme, parce qu'il était dénoncé, il a essayé de fuir à la frontière, mais en fait, il y a des déclarations de lettres qui dit que j'étais fatigué, donc je suis revenu à Santiago. Il était emprisonné à Santiago. Après, il était mobilisé à la frontière de Cuyo. Ouais, À déplacé. Cuyo, il a essayé de fuir encore une fois. Je ne sais pas s'il était vraiment fou parce que c'est complètement de situation un peu... Rocambolesque, quoi. Oui. Donc, il était emprisonné à Cuyo. Après, il était emprisonné à Lima. Il est mort à Lima. Il est mort en prison avec sa femme? Oui. Et, Sa femme aussi a été emprisonnée? non. Ah, ok. Non, mais il est tombé en disgrâce parce que, en fait, quand il était emprisonné, Francisco Bravo de Saravia, son beau-père, il a dit, mais il a écrit une lettre à le roi. Ouais, donc De fin tragique. Oui, de fin tragique. Oui, mais ça ne signifie pas que Meneses, la famille de Meneses Bravo de Saravia, elle a tombé en disgrâce. Oui. Parce qu'en fait, après le jugement de résidence, après la déposition, et son fils, il était nommé comme gouverneur dans la région de Julia. Oui. Ah, Oui, il y a beaucoup d'échanges comme ça, et juste pour rebondir sur le fait que la famille n'est jamais inculpée, enfin
que ce genre de problème de corruption, etc., de la part des gouverneurs n'entraîne pas une disgrâce pour la famille, très souvent, eh bien, la même chose arrive à Carvajal. Donc j'ai pas expliqué la fin, mais en gros, il fait ce jugement de résidence à son prédécesseur avec l'histoire de Maria Rosa, etc. Puis, il commence son gouvernement. Sauf que tout ce qu'il avait fait auprès d'Heredia, toutes les entraves qu'il avait essayé de mettre à Heredia, toutes ces accusations vont revenir comme un boomerang parce que Carvajal va voir toutes ces initiatives bloquées par les juges de la Royal Audience qui sont des amis d'Heredia. Et donc toutes les initiatives de Carvajal vont souffrir à cause de son caractère très sévère lors de ce juicio. Et il va mourir à Carthagène après 4 ans d'écrire des pétitions en demandant au roi de lui octroyer une merced qu'on pourrait traduire comme une grâce, c'est-à-dire donc la possibilité d'avoir un emploi ou une priorité ou de se voir accorder une permission. Voilà, il va demander au roi des Mercedes pendant 4 ans, et puis il va mourir en 1717, sans avoir pu continuer ses actions, mais en s'étant marié avec une femme créole, qui appartient à l'élite de Santa Fe, et qui, entre-temps, achète des maisons, des terrains avec des Indiens qui y sont rattachés, donc des encomiendas, et finalement, sa descendance avec cette femme créole s'implante dans la région de Bogota, et fait partie, disons, très importante de l'élite, sans aucune répercussion pour sa famille, de quoi que ce soit vis-à-vis du juicio de residencia, et pareil pour Heredia, et pareil pour la plupart des officiers inculpés, jugés pour fraude, corruption, etc. Oui, c'est pour ça que le parcours de gouverneur c'est très intéressant, parce que tu peux analyser comment quelques officiers qui en Espagne ne sont pas importants, ils viennent s'enrichir dans les frontières, la famille aussi, pour se construire autour de frontières. Et dans le cas de Francisco de Meneses, on peut voir que tous ses fils sont gouverneurs après à El Nuevo Reino de Granada, aussi à Yucatan. Et d'ailleurs, le Meneses de Saravia, donc le fils qui devient juge à l'audience de Santa Fe, entraînera en 1715 la crise de l'audience la plus importante du XVIIIe siècle, parce qu'il va opérer une sorte de petite rébellion au sein de l'audience, qui est conformée, donc un tribunal conformé par différents juges, et c'est à l'issue de cette crise, parce que il faut, disons, se rassembler en groupe contre Saravia, qui est un rebelle, essentiellement. Les informations arrivent au Conseil des Indes, on dit « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer au royaume de la Nouvelle-Grenade ?» qui à ce moment-là est un royaume qui appartient à la vice-royauté du Pérou. Et suite à cette crise, le Conseil des Indes et le roi vont prendre la décision qu'on va installer une vice-royauté au royaume de la Nouvelle-Grenade, qui échoue par ailleurs entre 1717 et 23. Disons qu'au niveau, à l'échelle la plus grande de l'Empire, les événements liés à la corruption, aux micro-rébellions ou aux petites dissidences au sein de tribunaux qui ne sont pas très importants, peuvent entraîner des réflexions à l'échelle de la monarchie vis-à-vis de comment est-ce qu'on peut mieux gouverner. Merci à toutes les deux pour ces récits quelque peu romanesques. D'ailleurs, pour clore cet épisode, on se demandait si par hasard il n'y aurait pas un roman, un album, une BD, un tableau, une série, un film qui serait en lien plus ou moins étroit avec vos sujets de thèse ou les aires géographiques que vous étudiez. Elisa, je t'en prie, si tu veux. Oui, il y a un roman que je viens de découvrir, il est déjà publié. Il s'appelle Mestiza, de Patricia Cerda. C'est l'histoire d'un Indien qui était captivé dans la frontière de Biobío. Et après, elle raconte un peu son histoire de femme captivée qui a circulé entre la frontière du Chili jusqu'à Séville. Donc c'est intéressant de voir pas seulement l'histoire un peu de métissage, mais aussi l'histoire de la circulation de femmes, qui pour moi c'est très important.
Et aussi, il y a un personnage qui m'appassionne depuis longtemps, qui s'appelle Inés Suárez, et, oui, qui était l'amante de Pedro de Valdivia, le premier conquérant de Chili. C'est aussi une histoire de mobilité, de circulation entre deux espaces, entre l'Espagne à l'inverse de l'Espagne aux Amériques. Je sais que peut-être qu'il y a quelqu'un qui se va moquer de moi parce que le roman plus connu maintenant c'est Inés del Alma Mía d'Isabel Allende. Mais aussi il y a une série de RTBE de espagnol sur Inés Suárez que c'est très intéressant un peu pour imaginer comment se déroule la circulation de femmes aussi. Que je me demande toujours sur l'histoire de femmes à cette époque-là parce que évidemment, il n'y a pas beaucoup de récits sur elle. Bon, merci beaucoup. Julia, tu veux nous ajouter tes recommandations? Je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter parce que moi aussi j'adore Inés del Alma Mía. Vraiment, je conseille. Tu as totalement raison avec ce conseil. Quand j'ai lu ce bouquin, je ne connaissais rien à la guerre du Chili et ou à la conquête du Chili et ça m'a passionnée. Moi, j'ai des recommandations qui sont beaucoup moins érudites, mais il y a une série qui, moi, m'a fait un peu découvrir l'univers des pirates et des corsaires dans les Caraïbes et qui, en fait, met en scène différents acteurs, à la fois des officiers britanniques, des Espagnols, des Français, des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, enfin vraiment, qui montre une image des Caraïbes qui me paraît très pertinente. Et c'est une série qui s'appelle Black Sails. Black Sails, qui date d'il y a environ 10 ans, qui était sur Stars, la chaîne Stars, mais je ne sais pas qui la transmet en France, mais en tout cas, je vous la conseille. Et sinon, de manière plus générale, pour lire un peu, pour continuer sur les romans historiques, je conseillerais les livres de William Ospina, qui est un écrivain colombien, qui a beaucoup écrit sur la conquête initiale au XVIe siècle. Bien sûr, les romans historiques, sauf quand on est Isabel Allende et qu'on reprend la documentation mot par mot et qu'on en fait un roman, il faut les prendre en tant que roman historique. Donc notamment, il a un roman, William Ospina, qui s'appelle El País de la Canela, un autre Ursúa, pour comprendre un peu, pour se mettre dans les chaussures de ces conquistadors. On mettra toutes ces recommandations en description de l'épisode. On vous remercie vraiment à toutes les deux d'être venues nous parler de vos thèses au micro de la Panaméricaine. Merci beaucoup Julia et Elissa. Merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, Twitter X, Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire sur lapanamericanepodcast@gmail.com si vous avez des conseils, des réactions, des idées d'épisodes. Et nous sommes aussi sur YouTube si jamais vous ne voulez pas passer par une plateforme de podcast. À bientôt.